Je vais juste... j'ai vu qu'il y avait la vie devant soi. J'avais pas prévu de parler de la vie devant soi parce que ça fait partie de mes livres préférés, mais je me souvenais pas que ça faisait partie de la liste. Donc j'ai toujours mes lunettes là. Je vais juste vous lire un petit passage de La vie devant soi. La vie devant soi, je vous explique comment je l'ai lu. Je m'étais fait plaquer par mon homme quand j'avais 20 ans. C'était mon amoureux, mais extraordinaire. Bon, il devait jouer Roméo et Juliette et m'avait pas choisi comme Juliette dans sa tête. Et puis finalement, il avait choisi une autre, quoi. Et donc j'étais désespérée. Et je sais pas chez qui je dormais à ce moment-là. Je dormais toujours à droite, à gauche. Dans la bibliothèque, la personne chez laquelle je dormais, j'ai pris La vie devant soi. J'étais désespérée, je pleurais à chaudes larmes. J'ai commencé La vie devant soi dans la soirée. Alors très rapidement, j'ai rigolé tout ce que je pouvais. Et ça m'a fait passer ma peine amoureuse. Bon, elle est revenue un peu après. Hein, mais j'ai dévoré le bouquin dans la nuit. À la fin du livre, je pleurais. Mais c'était plus du tout parce que j'étais abandonnée. C'était à cause de ce livre qui est extraordinaire, qui est un chef-d'œuvre. Il n'y a rien de plus difficile que de faire parler un enfant, je pense, dans un livre pour adultes. C'est hyper compliqué, c'est tout de suite complètement ridicule. Et c'est dommage parce que c'est pas mon livre, alors du coup j'ai pas mes annotations, donc je sais pas l'endroit que je veux vous lire et que je lis à mes élèves en général pour leur donner envie. J'adore donner envie de lire ce livre et je le fais régulièrement. Dès que j'ai des élèves, bah là ça fait un petit moment que j'en ai plus, donc ça tombe bien, je vous ai vous. Alors au début je savais pas que j'avais pas de mère. Je ne savais même pas qu'il en fallait une. Madame Rosa a évité d'en parler pour pas me donner des idées. Madame Rosa, c'est celle qui le garde. Je ne sais pas pourquoi je suis née et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mon copain, le Maout, qui a plusieurs années de plus que moi, m'a dit que c'est les conditions d'hygiène qui font ça. Lui, il était né à la Casbah, à Alger, et il était venu en France seulement après. Il n'y avait pas encore d'hygiène à la Casbah. Il était né parce qu'il n'y avait pas ni bidet, ni eau potable, ni rien. Et le Maout a appris tout cela plus tard, comme son père a cherché à se justifier, il lui a juré qu'il n'y avait aucune mauvaise volonté chez personne. Le Maout m'a dit que les femmes qui se défendent ont maintenant une pilule pour l'hygiène. Mais il était né trop tôt. Les femmes qui se défendent, c'est les prostituées. Il y avait chez nous pas mal de mères qui venaient 1 ou 2 fois par semaine, mais c'était toujours pour les autres. Nous étions presque tous des enfants de pute chez Madame Rosa. Et quand elle partait plusieurs mois en province pour se défendre, là-bas, elle venait voir leurs mômes avant et après. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des ennuis avec ma mère. Il me semblait que tout le monde en avait une, sauf moi. J'ai commencé à avoir des crampes d'estomac et des convulsions pour la faire venir. Il y avait sur le trottoir d'en face un môme qui avait un ballon et qui m'avait dit que sa mère venait toujours quand il avait mal au ventre. Alors, j'ai eu mal au ventre. Mais ça n'a rien donné. Alors, ensuite, j'ai eu des convulsions pour rien aussi. J'ai même chié partout dans l'appartement. Pour plus de remarques, rien. Ma mère n'est pas venue. Madame Rosa m'a traité de cul d'arabe pour la première fois, car elle n'était pas française. Je lui hurlais que je voulais voir ma mère. Et pendant des semaines, j'ai continué à chier partout pour me venger. Madame Rosa a fini par me dire que si je continuais, c'était l'assistante publique. Et là, j'ai eu peur, parce que l'assistance publique, c'est la première chose qu'on apprend aux enfants. J'ai continué à chier pour le principe, mais c'était pas une vie. On était alors 7 enfants de pute en pension chez Madame Rosa. Et ils se sont tous mis à chier à qui mieux, car il n'y a rien de plus conformiste que les mômes. Et il y avait tant de caca partout que je passais inaperçue là-dedans. Alors Madame Rosa, elle était déjà vieille et fatiguée, même sans ça. Et elle le prenait très mal parce qu'elle avait déjà été persécutée comme juive. Elle grimpait ses 6 étages plusieurs fois par jour avec ses 95 kilos et ses 2 pauvres jambes. Et quand elle entrait et qu'elle sentait le caca, elle se laissait tomber avec ses paquets dans son fauteuil et elle se mettait à pleurer, car faut la comprendre. Les Français sont 50 millions d'habitants et elle disait que s'ils avaient tous fait comme nous, même les Allemands, ils n'auraient pas résisté. Ils auraient foutu le camp. Madame Rosa, elle avait bien connu l'Allemagne pendant la guerre, mais elle en était revenue. Elle entrait, elle sentait le caca, et elle se mettait à gueuler « C'est Auschwitz, c'est Auschwitz !» Car elle avait été déportée à Auschwitz pour les Juifs. Mais elle était toujours très correcte sur le plan raciste. Par exemple, il y avait chez nous un petit Moïse qu'elle traitait de sale bico, mais jamais moi.
Je me rendais pas compte à l'époque que malgré son poids, elle avait de la délicatesse. J'ai finalement laissé tomber parce que ça donnait rien. Et ma mère venait pas. Alors, j'ai continué à avoir des crampes et des convulsions pendant longtemps, et même maintenant, ça me fait parfois mal au ventre. Après, j'ai essayé de me faire remarquer autrement. J'ai commencé à chaparder dans les magasins. Une tomate, un melon à l'étalage. J'attendais toujours que quelqu'un regarde pour que ça se voie. Lorsque le patron sortait et me donnait une claque, je me mettais à hurler. Mais il y avait quand même quelqu'un qui s'intéressait à moi. Voilà. Et c'est, voilà, enfin, je trouve que c'est monstrueux ce qu'il arrive à faire, quoi, cet homme-là, quoi, Romain Gary, de sensibilité, de beauté sur tout, quoi, sur le caca, quoi. Et c'est merveilleux d'arriver à ben moi, il m'a vraiment, mais rarement, on m'a fait rire, on m'a fait pleurer en même temps. C'est magnifique. Donc je me contente de ça parce que je vous laisse découvrir. Il y a aussi il y en a d'autres de Romain Gary et Mila Jarre, puisque bon, il y a toute cette histoire, hein, j'imagine que vous savez tous que c'est le même. Il y a l'éducation européenne qui est vraiment extraordinaire aussi, La promesse de l'aube à lire, qui sont magnifiques, quoi. La promesse de l'aube, il y a des moments magnifiques sur son amour pour une petite Valentine qui l'obligeait à manger tout et n'importe quoi. Alors il a mangé, il a découpé sa savate pour elle et il l'a mangé par petits bouts. Et il explique qu'après, bon, toute sa vie, il s'est fait malmener par les femmes à cause de ce masochisme qu'il a eu dès l'enfance. Et vraiment, voilà, donc je vous conseille La vie devant soi aussi. Alors, j'essaye d'aller vite. Donc maintenant, il y a Beloved. Beloved... Il y en a parmi vous qui l'ont lu déjà ou pas? Ah non, mais alors il faut tous repartir avec Beloved. Non, sans rire. Enfin, je veux dire, c'est pas possible que vous ayez pas lu Beloved. C'est de Toni Morrison. Enfin, à mon avis, c'est le plus beau. C'est le roman. Bon, elle est Nobel de littérature quand même, Toni Morrison, mais je pense que ce livre y est pour beaucoup. C'est le plus beau livre que j'ai lu sur l'esclavage. C'est quelque chose d'incroyable qui nous fait... je sais pas, enfin bon, rien que d'en parler, je suis émue. C'est l'histoire donc d'une femme qui s'appelle Seth, qui est une esclave évadée du Bon-Abri à la fin du 19e siècle, qui s'est sauvée pour retrouver la mère de son mari, que son mari a racheté en travaillant tous les dimanches au Bon-Abri pendant des années, pour arriver à donner à sa mère la possibilité d'une retraite et pour la racheter. Et elle s'évade, enceinte, pour rejoindre sa belle-mère. Et c'est cette femme extraordinaire qui aime ses enfants d'une façon colossale et qui va être hantée par Beloved, sa petite fille, qui est morte. Je vous dis pas comment. Et qui revient. Et qui revient pour exiger l'amour de sa mère. Et c'est vraiment... c'est juste somptueux. Il y a un passage en fait où elle reproche à un de ses amis esclaves de ne pas avoir parlé, et il lui dit juste: mais je pouvais pas parler. Elle lui dit: mais pourquoi tu pouvais pas parler? Il fallait dire, mais j'avais un mort dans la bouche. Et c'est juste dit comme ça. Et enfin voilà, c'est, vous voyez, toute la cruauté humaine et côtoie le côté sublime de l'être humain, et tout ça est somptueusement dit, et surtout on est embarqué, quoi. Enfin, je vous dis franchement, ça c'est bon, on rit pas. Non, on rit pas, mais on est... Juste une petite précision, personne ne lit la 4e de couve, qui est T'es nul. Qui est monstrueuse. C'est pas humain de faire ça à lecteur. On la lit pas regarder. Il faut pas lire regarder. à la fin quand on a fini. Ah oui, à ce point-là. Par prudence, vous devriez mettre un autocollant dessus. Mais c'est ce que je fais aux gens qui l'achètent, je mets des post-it. Ah ouais, parce qu'en plus ils disent tout. Ah mais ouais, ça c'est l'horreur. Ils disent tout, mais comment ils peuvent déflorer un livre comme ça? Donc pour avoir une idée, vous avez Arracher la 4e. Il faut rentrer dans ce livre à la limite, voilà, on sait rien. On entre là-dedans et c'est un voyage.
Et c'est un voyage dans l'émotion et la magie et le merveilleux, parce que même dans la plus grande des misères, le merveilleux est là, quoi. Et cette force-là de l'être humain à imaginer, je trouve que c'est voilà, évidemment l'être humain est intelligent et tout ce qu'il veut, mais il a surtout cette puissance de l'imagination. Et je trouve que c'est ça. Il y a des gens qui peuvent traverser des moments terribles, et il y a l'imaginaire. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bon, voilà. Et la poésie. Donc voilà pour Beloved. Alors après, Mintra Nui, la double vie d'Anna Song, elle est encore vivante. Enfin, attendez, Toni Morrison aussi. Oui, attends. Mais bon, Encore, oui. encore. Oui, elle est toute jeune. C'est une petite surdouée, toute jeune. Oui. Ah, je croyais que tu levais la main. Oui, donc, Anaïs, tu veux dire quelque chose, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, en fait, c'est d'un tout autre ordre. Parce qu'ici, on est dans la belle mécanique. C'est de l'orfèvrerie. C'est une... elle nous fait rentrer, Mine, dans une construction absolument fine. Elle utilise son lecteur comme une petite marionnette. Elle l'embarque dans une supercherie. Et elle l'embarque, pareil, ne pas lire la 4e de couverture. Parce que voilà, c'est le même souci, 4e de couverture qui déflore tout. Donc elle vous embarque dans une supercherie. Mine est fascinée par les rouages. Elle est fascinée par les, je vous dis, les belles mécaniques. Elle est fascinée par le merveilleux, mais là, il n'en est pas question. Et elle est fascinée par les origines. Donc on retrouve dans tous ces romans, malgré elle, ses origines vietnamiennes. Et c'est vraiment malgré elle. Donc ici, on a... elle est aussi fascinée par la musique, j'ai oublié de vous dire. Et ici, elle s'empare d'un fait divers, Mine, pour monter, pour ciseler son roman. Mais je ne vous dirai pas le fait divers en question. Elle crée Anna Song, qui est un personnage virtuose, que son mari Paul Desroches a fait entrer dans la légende. Il se trouve que, alors que l'artiste Anna Song qui est une pianiste extraordinaire, est à l'agonie, elle va enregistrer les pièces les plus magnifiques du répertoire et une œuvre grandiose. Grâce à lui, elle va continuer à travailler jusqu'au bout. Et en fait, à sa mort, elle devient un mythe, Anna Song. Elle devient... et elle atteint le succès. Mais vraiment le succès dont elle rêvait. Mais tout cela est construit par son mari, par Paul. Tout cela est ficelé par ce marionnettiste qui sait justement, quand on parlait du maréchal absolu et tout, qui sait bien travailler la fiction. Qui sait bien embarquer les autres dans son histoire d'amour. Parce qu'il aime éperdument Anna Song. Et qui sait garder Anna vivante au-delà de tout. Donc il construit une sorte de tombeau musical autour de cette femme. Il est prêt à tout pour ça. Il est prêt à tout pour lui permettre de parvenir et d'accéder à son rêve d'enfant. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans ce roman. C'est la force de fabrication, d'imagination d'un amant autour de la femme qu'il aime. Je vous dirai pas plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle piège son lecteur. Magnifiquement. Voilà, donc vous savez, ça fait comme ces petites nouvelles, des nouvelles à chute, où à la fin du roman, on se dit, de la nouvelle, on se dit, mais comment j'ai pu me faire avoir? Mais comment j'ai pu me faire avoir? Bon. Et là, c'est une mécanique vraiment d'orfèvre. Alors après, il nous reste juste un autre pavé. Ça se voit pas parce qu'il est en poche. Donc tout d'un coup, il fait beaucoup moins pavé, mais il est quand même sacrément pavé, 725 pages ou un truc comme ça. Mais en poche, ça se lit vite. Et c'est L'autre rive de Château Renaud qui a aussi effrayé les libraires, chers libraires. Parce que, parce qu'il était énorme chez Grasset. C'était un gros bouquin.
Et je pense que ça doit être compliqué pour le libraire de gérer des gros livres. Donc dans l'autre rive, en fait, c'est, nous sommes à Écorcheville. Bon, c'est une petite ville de province, avec ses notables, Écorcheville, ses rumeurs, Écorcheville, sa petite vie pépère, paisible, avec le chef de la police qui est là, qui veille. Écorcheville, c'est un peu morne. Écorcheville, on s'ennuie, c'est la province dans toute sa splendeur. Bon, Écorcheville. Mais à Écorcheville, il y a juste il y a quand même une sorte de vieille riviera là où sur la corniche les fils de notables conduisent à fond leur bagnole, faire les petites courses. La jeunesse fait ce qu'elle peut là. Mais le problème d'Écorcheville, c'est que elle est bordée par un fleuve. Et ce fleuve, c'est le Styx. Donc ça complique les choses quand même. Ça complique un peu les choses. Donc le Styx, ça crée des petits problèmes parce que quand même il y a des fuites des fois, parce que de l'autre côté du Styx il y a les enfers. Hein. Et il y a des fuites, alors régulièrement, il y a quelques faunes, centaures et autres créatures merveilleuses qui arrivent à Écorcheville, qui foutent le bordel. Les faunes surtout, parce que leur sexualité, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a des pluies de salamandres. Bon, mais c'est pas grave, ils sont très organisés à Écorcheville. Hein. La voirie agit tout de suite, les bennes arrivent, ramassent les pluies de salamandres. Ça n'a pas le temps de puer trop, mais quand même. Il y a des folies de mouches qui débarquent aussi de l'autre côté de... Bon, mais on se débrouille. Les pluies de salamandres, par exemple, il y a des assurances pour ça, pour les vitres. Bon, on paye un peu plus cher sa police d'assurance, mais quand même, on s'en sort. Hein. Ça va. Tout est prévu à Écorcheville. Sauf que il y a un petit jeune homme qui s'appelle Benoît Brisé. Ils ont tous un nom un peu particulier. Benoît Brisé, lui, il sait pas qui est son père. Il a été adopté par une femme adorable qui a perdu son enfant en bas âge et qui est taxidermiste, encore une, avec ses poupettes. Elle est taxidermiste, alors elle garde près d'elle son enfant mort. Et puis un centaure. Et puis quand il y a des créatures un peu fabuleuses comme ça qui sont découvertes à peu près entières par la voirie, on lui amène pour les faire empailler quand même. Et donc elle est très sympa avec lui. Bon, elle est un peu crasseuse, mais elle est très sympa avec Benoît. Et Benoît, lui, il est fou de lyre électrique. Et donc il s'évade par la musique. Mais ce qu'il aimerait bien quand même savoir, c'est qui est son père. Donc, on a une sorte de quête des origines. Alors, c'est très drôle parce qu'on a une sorte de roman balsacien au bord du Styx. Et c'est juste extraordinaire. Parce que, bon, petit à petit, on découvre que Écorcheville n'est quand même pas une ville normale. Que à Écorcheville, il y a des... Comment ça s'appelait déjà? Des petites mitraillettes électriques, là. Hein? Des Gatling? Non, là, il y a un terme parce que c'est... En fait, pour 10 €, on peut se tuer. Dieu, quand on a ras-le-bol quand même, parce que c'est compliqué de vivre dans une ville aussi tristounette. Tu mets 10 € dans une machine automatique qui te suicide. Donc, C'est pas cher. C'est le photomaton, c'est pas cher, il n'y a pas de problème. Bon, à Écorcheville, si tu es encore debout, si tu as réussi à pas trop t'ennuyer la nuit et que tu attends au bord du fleuve, tu vas quand même finir par voir les morts arriver et attendre Caron ou Charon, d'ailleurs je sais jamais comment on prononce, et les voir passer. Et puis à Écorcheville, ils ont décidé que pour faire venir le tourisme quand même, il fallait construire un pont. Hein? Donc ils essayent de construire un pont pour arriver et pour permettre aux gens de venir explorer les enfers. Et donc voilà, écoutez, franchement, c'est drôle, c'est absolument merveilleux. On dévore ce bouquin. Moi, je comprends pas, parce que voilà, c'est le genre de bouquin qui pour moi ferait un film pour Tim Burton, un truc, c'est juste incroyable, et bon, il a eu son petit succès, mais ça n'a rien à voir avec le succès qu'il aurait mérité. Donc je vous le conseille à tous. Et puis je crois que j'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire seulement, mais c'est pas grave. Je m'arrête là. J'ai rien oublié, j'ai oublié personne. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est une toute première pour moi. De parler des livres des autres, c'est un peu compliqué.
Voilà, merci. J'étais morte de trouille. Ça va? C'est vrai? Ah bon, bah c'est parce que libraire, c'est un métier. Hein. Je vous dis tout de suite, moi je me suis sentie... Anaïs va dire un mot en revanche sur 2 livres qu'on aime beaucoup dans cette librairie, qui s'appellent Le cœur cousu et Du domaine des murs. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, moi aussi, ça fait pas longtemps que je parle en public de livres que j'aime bien, donc c'est une première aussi. Enfin, pas tout à fait une première, mais... Ah, ça me fait plaisir de voir que les autres... Tiens, voilà, et peur. Attends, parce que je m'installe du coup. Je vais commencer par le premier, qui est le dernier que j'ai lu, mais bon, pour vous, ça compte pas. C'est Le cœur cousu. L'histoire, je vais pas en dire énormément pour pas trop raconter. Ça commence à Santa Vela, qui est un petit village ambiance Andalousie, c'est ce qui a marqué en 4e, mais c'est jamais vraiment dit. En gros, c'est l'Espagne, les cailloux, les oliviers, le ciel, à peu près tout. C'est pas ça. Ça se situe fin 19e à peu près, dans un village qui de toute façon est à peu près hors du temps, mais j'y reviendrai plus tard. Et surtout, c'est une région où, sans doute du fait du paysage, mais tout le monde est un petit peu fou à sa manière. Chacun a son obsession, a quelque chose qui le dévore, etc. Et il y a une espèce d'épidémie insensée qui a vite fait prendre, quoi. Et on va suivre une lignée de femmes. Ça commence par Frasquita Carrasco, on commence le récit quand elle est jeune, à peu près à ses premières règles. Elle va être initiée par sa mère à quelque chose, et puis on va suivre comme ça la vie de ensuite ses filles jusqu'à la dernière. Et voilà, on va suivre ses noces, ses enfantements, puis sa fuite sur les routes, et là on va entrer dans l'Espagne du 19e où il y a une lutte entre propriétaires terriens, etc., qui possèdent tout, enfin, puisqu'ils ont les oliviers. Les cailloux, ça intéresse personne, et le ciel c'est pour Dieu, donc voilà, eux ils ont les oliviers. Et les anarchistes, etc., il y a sur cette Espagne qui commence à prendre un petit peu feu. Et puis ensuite on va avoir l'initiation de ses filles à sa suite. L'initiation, c'est quelque chose, c'est une espèce de passage de mystère, de prière, de femme en femme, un talent révélé à chaque fois à la jeune femme qui est initiée, qui est quelque chose qui lui est propre. Alors, on serait dans un livre vraiment marqué fantasy, fantastique, on dirait ok, c'est des sorcières, c'est de la magie. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est plus une poésie ou quelque chose qui se révèle à la personne plutôt qu'un code tout simple, quoi. Et c'est matérialisé par une boîte que les femmes se passent et qui change de texture en fonction de sa gardienne, quoi. Frasquita, elle, son talent, c'est que c'est une couturière. Elle fait des choses incroyables avec le fil, et elle est capable de prendre la beauté du monde pour la mettre dans une robe. Elle est capable de recoudre un visage, une âme, de rattacher des êtres ensemble, etc. Elle fait vraiment des choses extraordinaires avec ses aiguilles. Ou en tout cas, les gens y croient. Parce que c'est ça qui est magnifique. Et dans les 2 bouquins, il y a un fantastique très doux, où on a le choix de croire ou pas, où beaucoup tient dans le on dit. On dit, on croit que, mais finalement, on n'a jamais de faits objectifs clairs. Et là, entre autres, c'est raconté par la dernière fille. L'histoire est racontée par la dernière fille. Et elle n'a pas connu tout ça. Et cette histoire-là, c'est l'aînée qui lui a raconté. Donc ça passe de bouche en bouche, et à chaque fois, on imagine que c'est enjolivé, etc. Et ça donne un récit final très proche du conte, quoi. C'est du conte, mais ça situe un curseur entre le conte et le racontard. Souvent, là, il y a de la rumeur, il y a une poésie qui prend de l'ampleur sur des faits qu'on imagine. Au départ, si ça se trouve, enfin, c'était juste une couturière, mais on s'en fiche, quoi. Si on a envie d'y croire, on peut.
y a par exemple les enfants qui sont marqués dès leur naissance. Je pense à une des filles de Frasquita qui va s'appeler Angela, qui, quand elle naît, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il y a des plumes par terre. Une des accoucheuses dit que non, c'est bon, elle avait des plumes de poule sur son tablier, elle est venue vite parce qu'on l'a appelée, tout ça. Et on saura jamais vraiment ce qui s'est passé à sa naissance. Est-ce que c'est un ange à qui on a vite dégagé les ailes avant de le présenter à la mère? Est-ce que c'est une enfant poule parce que son père s'est pris pour un coq pendant tout un temps et on sait pas et on s'en fiche, quoi. On peut croire tout, on peut tout croire. Ou si ça se trouve, c'est juste aucun des deux, il y avait juste des feuilles de poule dans le tablier, quoi, ça, des plumes de poule dans le tablier. Voilà, il y a et cet aspect-là du fantastique, j'ai trouvé ça magnifique, et c'est un fantastique très doux, qui est pas source de terreur ou de peur. Je pense à, il y a un très court dialogue entre une gitane, donc qui est accoucheuse, avorteuse, et un soldat. Tout le monde commence à avoir un peu peur de bruit qui monte d'une grotte. Et ils sont persuadés que voilà, il y a des puissances à l'œuvre, etc. Et elle dit oui, mais enfin bon, faut pas en avoir peur non plus. Donc il dit ah mais donc tu crois bien qu'il y a des puissances à l'œuvre? Et elle répond oui, mais j'y crois sans craindre. Et enfin je trouve que c'est ça qui est à l'œuvre dans ce bouquin. On y croit sans craindre. C'est juste beau et poétique. Et ça, c'est émouvant, mais ça fait pas peur. Et la violence, par contre, elle est réelle, mais elle vient pas du fantastique. La violence, c'est vraiment la bêtise ordinaire et anonyme. Enfin, cette espèce de le village, les voisines, les paysans, le moment où les gens se rassemblent et où ça s'enflamme d'un rien. Alors souvent, c'est pour caillasser une prostituée, humilier une mariée, enfin... Le truc bête, quoi, vraiment bête, et que chacun individuellement tout seul aurait jamais fait. Et la foule, enfin c'est la foule qui crée la violence, quoi, et qui est vraiment voilà, sur des éclats de feu comme ça. Les individus sont jamais totalement mauvais, même l'ogre qui est un homme horrible. Qui fait probablement énormément beaucoup de mal. Il est ça, mais il est aussi un petit garçon qui court derrière sa mère. Et voilà, on a toujours des individus qui sont tout en demi-teinte, en nuances, etc. Et la seule chose qui est vraiment mauvaise, c'est justement quand les gens s'oublient, quoi. Et voilà, et ce dont j'ai pas parlé, mais qui est vraiment le pilier du roman, c'est des personnages féminins magnifiques, quoi. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur des Frasquita Carrasco, sur chacune de ces filles qui est juste une merveille de personnages féminins, quoi. C'est vraiment voilà. Ça, c'est le cœur cousu, c'est un très bel univers. Et ça va aller beaucoup plus vite pour du domaine des murmures parce que c'est les mêmes qualités. Merci. J'adore. Là, on est dans une ambiance médiévale, donc en France, j'imagine. C'est un château sur un roc, donc un peu pareil que pour le domaine des murmures, un endroit un peu isolé. Il y a le château, le village, etc. Et ça commence assez simplement. Esclarmonde, la jeune fille du domaine, qu'on va marier à un chevalier qui est une brute, refuse. Le jour de ses noces, elle dit non pour être sûre qu'on l'écoute et qu'on la prend au sérieux. Elle se tranche une oreille. Et elle dit qu'elle s'est promise à Dieu et que pour se consacrer à lui, elle veut qu'on lui fasse construire une cellule contre la chapelle où elle sera emmurée vivante. Elle a 15 ans. Alors dit comme ça peut paraître glauque, ça ne l'est pas. Ce qui est surtout énorme, c'est que le roman commence là, alors que n'importe quel écrivain sensé, j'ai envie de dire, ce serait la fin. Ce serait la fin. Pardon, j'aurais pas dit. Je me suis emballée. Et ça... mais c'était avec non, mais ça fait beaucoup plus long.
cours de creative writing à la maison. Voilà, les trucs qu'on a le droit de faire, les trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Et mon fils, il me dit, enfin mes enfants, les deux, ils me disent que je suis folle. Non, c'est insensé, c'est pas pareil. Non mais c'est pas grave. Et là, au contraire, le roman commence. Et c'est à la fois, il y a à la fois la dimension huis clos, puisqu'elle est enfermée, elle a une toute petite lucarne qui lui permet de voir le monde, mais enfin donc elle voit pas large, et surtout d'entendre les gens qui viennent lui parler. Donc ça, encore une fois, on va être dans du raconté, et on a le droit de croire ou pas les échos qu'elle reçoit du monde, et elle voit le monde aussi à travers des visions, des espèces de rêves ou de moments de prière qui partent loin, en fait. Et c'est pareil, on saura jamais si elle est folle ou si elle suit vraiment ce qui se passe dans le monde via une totale absence. Donc la cellule, ça devient une espèce de caisse de résonance de tout ce qui se passe autour, en fait. Et ce qui se passe autour, c'est le départ aux croisades. Donc à la fois on a ce huis clos et en même temps on a une vraie épopée. C'est un mélange assez incroyable entre un truc qui se passe vraiment tout petit dans le noir avec pas grand chose et une épopée médiévale, quoi, avec les croisades, avec tout. Et donc voilà, comme je disais, toujours entre le fantastique et la rumeur qui permet pas forcément de trancher, avec en plus ici une dimension supérieure qui est le jeu de pouvoir. C'est-à-dire que Esclarmonde, en devenant, en s'enfermant, elle devient libre. Elle a cette liberté d'être une femme, et on écoute sa parole. Elle devient une sorte de sainte, comme les autres emmurés. Il y a des pèlerins qui viennent la voir pour lui demander des conseils, pour faire circuler aussi le message des autres emmurés. Ça fait une espèce de réseau comme ça, et ça, elle peut dire à des hommes, fais ci, fais ça. Toi, tu pars en croisade pour racheter ton âme, etc. Et les hommes obéissent. Et alors qu'elle s'enterre et qu'elle se ferme au monde, elle commence à acquérir un pouvoir que le fait qu'elle était une jeune fille ne lui aurait n'aurait jamais pu se faire, quoi. Et on ne sait jamais si elle a pris cette décision-là pour ça, pour devenir libre ou pour acquérir du pouvoir, ou par vrai mysticisme, ou par vraiment comment dire, innocence et premier degré, quoi. Elle prie aussi beaucoup, et c'est ce qui lui permet de s'abandonner, d'avoir des visions. Voilà, et il y a pas que ce personnage féminin là, il y en a d'autres, toujours dans le personnage féminin superbe. Il y a la femme du père d'Esclarmonde qui commence à... Je crois que c'est la femme du père d'Esclarmonde. Dulce. Qui devient une espèce... En l'absence du père d'Esclarmonde qui part aux croisades, qui devient une espèce de régente de la vie intendante, etc., qui commence à prendre le domaine en main. Il y a j'ai oublié son prénom encore, l'espèce de femme. Alors c'est pareil, on saura jamais, est-ce que c'est un être extraordinaire, est-ce que c'est juste une très belle femme très vivante qui attire des envies, des jalousies, etc. Et tous les hommes, et chacune acquiert du pouvoir à sa façon. Il y a une espèce de féminisation totale du domaine pendant que les hommes sont partis en croisade. Et un style, j'avais pas parlé du style dans le premier, mais qui est très chouette, très poétique, et là je trouve encore plus abouti, parce c'est à la fois médiévisant, ça se dit. J'ai pas d'accord. Bon, bref. Avec des espèces de jolies volutes comme ça, et en même temps très simple. Je veux dire, c'est pas lourd, c'est pas l'enluminure énorme et tout, c'est juste très léger, et très poétique, très simple, ça embarque tout de suite ailleurs, quoi, et sans difficulté. Il n'y a pas de moment où on est contre on lutte contre la langue et après on se laisse embarquer. C'est le truc, le voyage est direct, quoi. Ben voilà, mais c'est juste beau. Merci Anaïs. Ah, c'était super de s'entendre. Merci. Vraiment. Ça me donne envie.
Non, mais c'est vrai, bravo. Bah, merci Vraiment. en tout cas d'être venu parce que, enfin voilà, pour Bah, nous c'est c'est- des livres qu'on aime vraiment et c'est super. Bah, que je tu te sois là. remercie beaucoup d'en avoir parlé Et- comme ça. Et C'était